Bonjour à tous. Bienvenue à cette conférence sur l'e-santé et particulièrement sur l'e-santé en Wallonie. Donc, on entend beaucoup parler aujourd'hui de l'e-santé, de l'e-health, notamment dans l'actualité. Vous avez peut-être entendu parler de l'e-health box, de Récipé, du dossier pharmaceutique partagé. Ici, le but de cette conférence, c'est vraiment de voir quelle est la vision, quels sont les projets qui sont mis en place par le service public de Wallonie et par la Wallonie en général. Et donc, voilà. Notre objectif, c'est vraiment de créer une stratégie pour la Wallonie en consultant l'ensemble des acteurs afin de coordonner les projets qui existent parallèlement au plan e-santé qui a été mis au niveau fédéral, qui a été mis en place. Donc, lors de cette conférence, il y aura 3 interlocuteurs. Le premier est Pascal Delvaux, qui est agent à la DGO5 ici, et qui a un peu suivi tout l'historique de l'évolution de l'e-santé, de l'e-health, et donc de rapport entre la région wallonne et le niveau fédéral. Donc, là, il existe au niveau fédéral une plateforme e-health qui a pour objectif de soutenir et d'encadrer les projets qui sont mis en place par les régions. Et c'est dans ce cadre-là que Pascal Delvaux vous fera une petite explication de ce qui existe et ce qui va exister. Le deuxième orateur sera Benoît Wanzoul, qui lui, toujours dans le cadre de l'e-santé, surtout au niveau de l'échange de données administratives, va vous parler de la nouvelle banque Carrefour d'échange de données qui vient d'être mise en place au niveau de la Wallonie et qui se développe. Donc Benoît Wanzoul travaille déjà depuis plus de 6 ans à e-Wallonie Bruxelles Simplification, qui est le nouveau EasyWall. Et donc, dans ce cadre-là, il a aussi suivi de nombreux projets relatifs à la simplification administrative. Et c'est ça qu'il va expliquer aujourd'hui. Et enfin, le troisième orateur est Philippe Jongen, qui est vice-président de la Fratem, qui est médecin généraliste tout d'abord, et qui lui va vous expliquer, vous présenter le réseau santé wallon, qui est un des projets majeurs qui existent en Wallonie relatif à l'e-santé. Donc, ce sera plus au niveau des échanges de données médicales, alors que les premières conférences sont relatives aux échanges de données administratives. Voilà, mais ils vous expliqueront ça mieux que ça. Donc il y aura ensuite un petit temps de questions-réponses, et comme on vous l'a dit, on vous invite à nous rejoindre au stand de la Wallonie si vous avez encore d'autres questions par après. On pourra vous donner plus d'explications. Merci beaucoup. Bonjour. Alors, comme Baptiste vous l'a dit, je suis un agent de la Direction générale opérationnelle des pouvoirs locaux de l'action sociale et de la santé. Et ce dont nous allons parler un petit peu ici, c'est quelle a été la relation entre la DGO5, donc les pouvoirs locaux de l'action et de la sociale et la santé, et la plateforme fédérale e-health. Alors, voilà. Alors, un petit peu de contexte. Il faut savoir qu'en 2008, le gouvernement wallon a chargé EasyWall de mettre en place un plan de simplification administrative global recouvrant la totalité des processus. Alors, dans ce cadre, un des objectifs spécifiques qui était déterminé dans ce plan, c'était les sources authentiques, donc l'accès maximisé aux sources authentiques. L'adhésion de la DGO5 à ce plan a été totale. C'est-à-dire on y est entré, on s'y est inscrit complètement, et nous avons ensuite été contactés pour rejoindre au niveau fédéral les développements qui étaient mis en place dans un groupe de travail spécifique sur les sources authentiques. Ce groupe de travail s'inscrivait également dans les travaux de développement e-health, de la plateforme e-health et autres. Alors, il a fallu un certain temps pour développer un ensemble de matières qui était un rapprochement qui touchait au rapprochement de nos données, de nos processus avec les autres partenaires de ce groupe de travail. Il s'agissait de l'INAMI, du service public fédéral santé et d'autres partenaires, notamment de la communauté et de la région flamande ou bruxelloise. La communauté française participait également aux mêmes travaux. Alors, ça a abouti à quoi? Ça a abouti à ce
on définisse clairement à la fois des processus, mais aussi que l'on arrive à déterminer un vocabulaire commun, pourra-t-on dire, mais un vocabulaire, une sémantique commune pour nos données. Ce que nous avons ensuite appliqué en 2013 dans nos propres processus et refonte de nos bases de données. Alors qu'avons-nous fait à la DGO5 pour pouvoir mettre ça en œuvre? On a travaillé sur divers aspects, mais selon 3 phases opérationnelles bien distinctes. La première parlait de l'exploration, c'est peut-être un peu trop près. La deuxième, de la consolidation, et la troisième phase opérationnelle touchait à la construction. Alors si on reprend d'abord exploration, il s'agissait, selon le processus normal de développement d'un projet, d'identifier les processus clés qui allaient être mis en œuvre et les données qui étaient pertinentes aux échanges de données mutualisées avec d'autres partenaires de l'INAMI. Alors, ce groupe de travail auquel j'ai participé a pris nom par après nom de Cobra au sein de la plateforme IELTS. Et ce groupe de travail source authentique est en fait une plateforme d'échange mutualisée entre tous ces partenaires, mais mutualisée autour, bon, comme je le disais tout à l'heure, d'une sémantique et de processus communs, mais avec des définitions bien claires et bien précises pour qu'il y ait un partage qualitatif des acteurs et des professionnels de santé en Belgique et notamment donc en Wallonie. C'était aussi le cadre de travail dans lequel on a pu effectuer en effet un rapprochement, je ne vais pas encore parler de consolidation, mais un rapprochement des données entre tous ces partenaires. Dans la deuxième étape de consolidation de nos propres données en interne, nous avons travaillé avec notre cellule informatique au développement et surtout à la redéfinition, le cas échéant, des diverses données que l'on possédait et que l'on pouvait échanger avec le fédéral, l'INAMI et le SPF Santé, mais aussi des typologies et des codes de classification qui étaient en cours, par exemple à l'INAMI. Un des constats était que nous utilisions fréquemment, entre le SPF, nous et l'INAMI, des codifications qui ne permettaient pas un transfert automatique. Donc il fallait des interfaces de correction, des interfaces de lecture pour utiliser les codifications communes. Ce que nous avons fait dans la phase de construction, c'est toujours de consolidation, c'est de revoir la totalité de nos bases de données pour y intégrer un code, une typologie, une classification qui était commune à l'ensemble. Et celle qui se prêtait le mieux était celle à la fois de l'INAMI et du SPF Santé, notamment pour les classifications des professionnels, des catégories de professionnels de la santé en Wallonie. Donc nous les avons intégrés. Également sur la classification des types d'institutions, soit hospitalières, soit qui fournissaient un service de soins quelconque au sein de la Wallonie et de la Belgique fédérale dans son entièreté. Dans la phase de construction, eh bien, notre cellule informatique, je les félicite d'ailleurs parce que ce n'était pas une mince affaire, a écrit les scripts multiples qui servaient également donc à lire, à recevoir et à transmettre des flux vers la plateforme donc d'échange mutualisé qui s'appelle Cobra, ou si vous préférez, vous pouvez voir ça comme étant la plateforme IELTS aussi, dans laquelle Cobra est une des sous-sections. Alors il a fallu les tester également, avec des difficultés parfois rencontrées, mais qui ont été aplanies. Et ces flux, ces résultats de requêtes écrites par des scripts ont permis de transmettre, c'est ce que nous faisons systématiquement maintenant, quasiment tous les mois, la transmission d'un flux de données vers la plateforme Cobra. Je le rappelle, c'est une plateforme de données qualitatives des professionnels et des institutions de santé. Et nous l'inscrivons en acceptance directement dans la plateforme Cobra. Alors, il y avait des principes directeurs communs à l'entièreté et vraiment à l'entièreté de tous les partenaires de la plateforme IELTS et du groupe de travail Cobra. C'était mettre l'accent sur la qualité des données et sur la sécurité des accès à ces données. Alors, qu'a-t-on fait dans cette mesure? Eh bien, il y a un ensemble de choses qui ont été réalisées en interne et en externe. En interne, nous avons défini des règles et des rôles à destination, donc évidemment des agents en interne qui traitent ces données et ces processus pour
la mise à jour, pour une mise à jour harmonisée et standard, et également claire et précise, pour que le rôle soit bien défini, clairement que l'on puisse s'adresser à la bonne personne, extraire les bonnes données au bon moment. Également, mais ça relevant du service public de Wallonie, à ce moment-là, nous avons appliqué, de toute façon on y était contraint évidemment par la structure elle-même du SPW, nous y avons appliqué le cadre de sécurité et de qualité des données imposé par le SPW. Donc pour ça, nous avons un officier qui est chargé de s'assurer de la sécurité des données et de la conformité aux exigences de la commission vie privée, par exemple. Alors, en interne, nous avons également travaillé sur l'accès limité, c'est-à-dire qu'un peu comme dans d'autres secteurs, nous avons défini clairement quelles étaient les données que nous pouvions transmettre au fédéral ou que nous pouvions recevoir du fédéral. Et ces données ont été décrites pour qu'on puisse entrer dans ce qu'on appelle et nous confronter à ce qu'on appelle le cookbook, en quelque sorte le livre de recettes que le fédéral, en collaboration avec les autres entités, ont défini comme étant le manuel à suivre pour échanger des flux. Et enfin, dernièrement, en collaboration avec la plateforme Cobra, donc le groupe de travail Cobra, tous nos partenaires institutionnels fédéraux, régionaux, flamands, communautaires, nous avons dressé des règles qu'on appelle de gouvernance. C'est un travail collaboratif. Et l'avenir. Alors l'avenir, elle se base sur l'expérience qu'on a déjà reçue. Je ne vous parlerai pas de la BCED puisque de toute façon un de nos autres interlocuteurs, mais il faut savoir que c'est un interlocuteur privilégié et incontournable pour nous. Dans les domaines, il va y avoir une évolution. L'évolution, c'est que nous allons y développer maintenant aussi l'échange de données sur les établissements d'accueil pour personnes âgées et ultérieurement pour d'autres services sanitaires non résidentiels, professionnels, des soins, etc., etc. Le développement, par contre, nous devons absolument continuer à travailler sur nos bases de données, les intégrer dans on va appeler ça un coffre-fort de données qui nous facilitera un peu les échanges de données à la fois vers la BCED, la Banque Carrefour d'échange des données, et vers d'autres secteurs fédéraux institutionnels. Enfin, nous allons aussi travailler sur l'extension du domaine des données spécifiques, ce qui va permettre de pouvoir échanger avec le fédéral, qui est compétent pour un certain nombre de matières, un autre, ou plutôt un ensemble de données plus élargi, mais toujours selon les mêmes règles de sécurité et de qualité. Enfin, nous allons rechercher également, et ça c'est en fonction aussi du développement de nos bases de données, de nouveaux canaux. Nous sommes face à une refonte institutionnelle, nous sommes face aussi à une évolution technologique assez rapide, ce qui signifie que eh bien, le cadre informatique doit évoluer aussi pour s'adapter à la fois aux diverses compétences qui vont être transférées, mais également aussi à cette évolution informatique. Et voilà, j'ai fait très très vite. Voilà, bonjour à toutes et à tous. Mais comme Pascal vient de vous introduire ce nouveau concept Banque Carrefour d'échange de données, mais je pense que la plupart des personnes dans cette salle ont déjà entendu parler d'IELTS et ont déjà entendu parler de la Banque Carrefour de la Sécurité sociale. Et vous allez voir que finalement, on parle tout à fait des mêmes concepts. Alors, vous allez me dire, je viens d'en citer deux. Pourquoi un nouvel intégrateur de services, donc ces plateformes d'échange de données? Dans le jargon technique, ça s'appelle des intégrateurs de services. Pourquoi en créer un en plus? On en a déjà assez. Je vais essayer de vous convaincre qu'il y a un intérêt d'en créer un en plus. Le cadre légal qui a été mis en place, parce que les données, on n'en fait pas ce qu'on veut et on n'échange pas ça n'importe comment. Et on va voir cette nuance aussi importante, puisque la santé est un secteur tout à fait particulier. Une donnée médicale n'est pas une donnée administrative. Et en quelques mots, vous montrer, essayer de vous faire comprendre que peut faire, que va faire, que doit faire cette Banque Carrefour d'échange de données. Donc pourquoi un nouvel intégrateur de services? Eh bien, la Banque Carrefour d'échange de données, de nouveau dans le jargon, on parle d'intégrateur de services horizontal parce qu'on ne traite pas d'une matière particulière. Donc IELTS, ça traite de la santé et rien que de la santé. Nous, au niveau
de la Banque Carrefour d'échange de données, nous traitons tout type de données administratives. Donc on est un peu un opérateur, on n'a pas, voilà, ici on est un peu sous les projecteurs, mais on n'a pas vocation à être connu par le public, puisqu'on est vraiment un opérateur technique au service des administrations wallonnes et de la communauté française, pour les aider à se connecter aux multiples plateformes, aux multiples sources authentiques de données qui existent, que ce soit au fédéral et bientôt à la région. Et on a évidemment un élément primordial, parce qu'on ne fait pas ça pour le plaisir, mais on fait ça pour diminuer les charges administratives, tant sur les prestataires de soins dans ce cas-ci, que sur les différents opérateurs, et améliorer la qualité du service rendu aux usagers. Donc, il y a eu toute une série de constats, tant au niveau politique que stratégique. Mais politique, personne n'ignore les transferts, la 6e réforme de l'État et les transferts de compétences. On lève les yeux au ciel, mais voilà. Donc, nous sommes dans un pays compliqué et il faut bien créer des choses pour essayer de gérer cette complexité. Mais au niveau stratégique, c'est qu'à un moment, la Wallonie et la communauté française, dans ce contexte de fédéralisation accrue, devaient pouvoir avoir les possibilités de gérer elles-mêmes ces échanges de données et ne pas toujours être dépendant d'autres opérateurs dont les priorités n'étaient pas toujours les mêmes. Au niveau économique, donc là, il y a eu un choix important au niveau du gouvernement wallon et de la communauté française, qui était de dire, ne laissons pas chaque administration créer sa plateforme d'échange, pour ne pas en avoir, au lieu d'en avoir une supplémentaire, on en aurait eu une quarantaine, puisque si on prend les OIP et donc là je parle plus largement que la santé et les directions générales, nous sommes compétents pour l'échange de l'ensemble des données administratives. Donc là, il y a vraiment des économies d'échelle importantes. Et au niveau des usagers, eh bien là, je dis, on n'a pas vocation à être connu, mais on a vocation à avoir des résultats pour les usagers. C'est avoir un impact visible sur les charges administratives. Je vais y revenir juste après. Donc, on avait besoin pour se faire d'un cadre régulateur, pour implémenter, vous avez peut-être déjà entendu ce terme, l'only ones, donc c'est je fournis une seule fois mes données, et donc voilà, comme maintenant on est en place, j'ose dire devant vous que ça fait 10 ans qu'on le dit, mais maintenant on le fait. Pas encore pour tout, mais pour toute une série quand même de dispositifs. Et donc le but c'est de commencer à travailler avec les acteurs de la santé, pour faire la même chose que ce qu'on a déjà fait avec les entreprises, avec certains types d'usagers citoyens. Tout en veillant, parce que ça c'est notre préoccupation majeure, assurer la sécurité et la protection de la vie privée, c'est évidemment un souci très très important, d'autant plus dans le domaine de la santé, et en dialogue étroit avec les acteurs déjà en place, raison pour laquelle, évidemment, on collabore et on discute beaucoup, tant avec l'administration, mais aussi avec le réseau santé wallon. Donc là, je vous ai remis pour info les grandes étapes de la création de la Banque Carrefour. Donc voilà, c'est 3 ans de travail qui s'est concrétisé au 1er janvier 2014 avec l'entrée en vigueur de notre cadre légal. Et donc vous voyez, parmi tous les grands opérateurs, eh bien, vous avez ici notre Banque Carrefour, notre petite Banque Carrefour wallonne, destinée à grandir, qui est née. Alors ce cadre légal, eh bien, puisque là aussi, on a eu la chance de pouvoir faire plus simple dans notre pays compliqué, c'est qu'il n'y a pas une Banque Carrefour pour la communauté française, il n'y a pas une Banque Carrefour pour la Wallonie, il y en a une seule pour les deux entités, et ça permet déjà beaucoup d'économies et beaucoup moins de complexité. Donc cet accord de coopération, il définit les principes de base, il nous permet de créer des sources authentiques, on en a parlé. C'est quoi une source authentique? C'est une base de données, c'est une base d'informations, mais qui a reçu quelque part un cachet, un label que nous sommes chargés de délivrer quant à la qualité des données et aussi à l'utilité de ces données pour des différents acteurs. Je vous donne un exemple qu'on est en train de créer, et c'est tout chaud, c'est tout neuf, le cadastre de l'emploi non marchand. Donc il a été voté au Parlement wallon et de la communauté française la semaine dernière. Et donc nous créons le cadastre de l'emploi non marchand pour permettre à tous les opérateurs, par exemple les maisons de repos, de pré-remplir de manière automatisée
leur formulaire, par exemple, de demande d'agrément, de rapport d'activité, avec toutes les informations dont l'administration dispose déjà. Donc là, ce n'est pas un rêve, ce n'est pas une idée, c'est décidé, c'est fait, les développements informatiques sont en cours pour vous permettre, on l'espère, pour la prochaine discussion par rapport aux accords du non-marchand, que tous ces éléments, toutes ces données puissent vous être retransmises et donc diminuer les charges. Et l'institution d'une commission de contrôle des échanges de données, donc ça c'est une espèce de branche supplémentaire de la commission vie privée fédérale. Alors, donc je l'ai dit, ce cadre légal, il permet de labelliser les bases de données, il crée la banque Carrefour, il oblige, donc ça c'est quand même un élément important, c'est toutes les administrations doivent travailler avec nous, donc de nouveau pour ne pas multiplier les acteurs. Un élément aussi très important, c'est que les administrations, c'est pas qu'elles peuvent utiliser les données une fois qu'elles sont labellisées sources authentiques. Donc une fois que le cadastre de l'emploi non marchand sera là, l'administration, et tout ça se fait en accord avec elle évidemment, c'est pas qu'elle pourra, c'est qu'elle devra. Donc ça veut dire que on ne va plus vous demander ces informations qui seront disponibles. Et évidemment, on prévoit les respects de la loi vie privée. Donc ici, j'ai remis, mais je ne vais pas rentrer dans le détail, les présentations seront disponibles sur le site. Quel est le rôle et la composition de cette commission de contrôle d'échange de données, mais c'est le même principe que ce qui se fait au fédéral. Alors, la Banque Carrefour d'échange de données, ben, c'est, je l'ai dit, un tiers de confiance. Donc, pour l'échange d'informations, nous nous substituons aux administrations pour pouvoir les transmettre aux différentes entités qui en ont obtenu l'autorisation. Évidemment, le but, ce n'est pas d'aller mettre sur la place publique toutes ces données. Tout ça se fait sur base de contrôle et d'autorisation de cette commission vie privée. On offre des services pour assurer la fiabilité des échanges. On labellise des sources authentiques, je l'ai déjà dit. L'intégrateur de services horizontal, donc, on n'est pas sur une matière particulière, mais pour tous les types de données, ce qui permet aussi des économies d'échelle. Alors, qu'est-ce que ça donne si on veut présenter un petit schéma? Ben donc, vous voyez, nous sommes ici finalement au milieu entre les différents acteurs publics qui ont besoin de données ou qui peuvent produire des informations, et nous donnons accès aux différents, donc vous voyez le registre national, la Banque Carrefour de la Sécurité sociale, le futur cadastre de l'emploi non marchand. Donc nous connectons, voilà, nous sommes une espèce de grand connecteur multiprise entre les consommateurs et les producteurs de données. Alors je vous ai remis ici quelques chiffres, mais pour vous dire que, pour vous montrer qu'on a quand même pas mal de projets, 216 pour le moment, qu'on travaille avec l'ensemble des acteurs, mais notamment, bien entendu, sinon je ne serais pas là, la DGO5. On voit aussi que, quand je vous disais qu'on est un connecteur multidimensionnel, ben vous voyez qu'on est connecté à beaucoup de sources authentiques, et vous reconnaîtrez, voilà, l'INAMI. Bon, pour le moment, on n'a qu'un projet en cours, mais bien entendu que le travail qu'on mène avec la DGO5 va en générer beaucoup d'autres. Donc on a, même si ça fait pas longtemps qu'on est né officiellement le 1er janvier, ça fait quand même 3 ans qu'on travaille sur les projets. Donc là, vous voyez que nous avons déjà, mais nous sommes hors domaine de la santé, là bien entendu, puisque là le travail démarre, nous avons déjà 40 projets finalisés. Là, vous avez les différents stades. Et donc, pour vous montrer que j'aime quand même bien de pouvoir monter ce chiffre, parce que quand je disais, ben, pourquoi un nouvel intégrateur, nous coûtons environ 2,5 millions d'euros à la collectivité, et 6 mois après notre création officielle, ben, en termes de gain de charge administrative, on en rapporte déjà 13 millions par an, et on a un potentiel de 32 millions, et à mon avis, je pense que vous serez convaincus que si on mène des nouveaux projets dans le domaine de la santé, on va pouvoir fortement augmenter ce chiffre. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Bonjour, je me présente, je suis le docteur Philippe Jonguin, je suis médecin généraliste
ici à Namur depuis de très nombreuses années et je travaille en maison médicale maintenant depuis un peu plus de 2 ans. C'est au travers de ma fonction de représentant de la médecine générale que je suis arrivé à m'intéresser à ces projets de télémédecine, de télématique médicale, dans la mesure où le secteur de Namur était un des précurseurs pour lancer justement des initiatives de communication entre les hôpitaux et la médecine générale. Et aujourd'hui, donc voilà, vais vous présenter en quelques mots ce qu'est le fameux réseau Santé Wallon et ce qu'il peut représenter au jour d'aujourd'hui et d'où il vient. Donc le réseau Santé Wallon, c'est en fait une plateforme ultra sécurisée qui permet le partage de données de santé entre les patients, les prestataires de soins, et quand on dit prestataires de soins, c'est au jour d'aujourd'hui essentiellement des médecins, mais encore en 2014, ça sera des infirmiers, ça sera des kinés, et il y a tous les autres projets liés à la santé, que ce soit les projets 107, les maisons de repos, etc., qui pourront y participer, et bien entendu les différents hôpitaux et autres institutions du même genre. Alors, quels sont les acteurs du réseau Santé Wallon? Qui retrouve-t-on là-dedans? Eh bien, évidemment, tout d'abord, et c'est le principal, les patients eux-mêmes. Je l'ai cité, les prestataires de soins, qu'ils soient médecins, kinés, infirmières ou autres. Alors, les institutions médicales, je vous l'ai dit, ce sont les hôpitaux wallons. En Wallonie, il faut savoir que nous avons à peu près 38 entités hospitalières. Je dis entités parce qu'il y a parfois sous un même numéro d'agrément 2 sites d'implantation. On va dire qu'il y a environ une quarantaine d'hôpitaux en Wallonie et tous, au jour d'aujourd'hui, font partie de ce projet-là. Le réseau Santé Wallon, c'est un projet qui est porté par ce qu'on appelle la FRATEM. La FRATEM étant une fédération d'entités régionales, dont une à Namur que je vous citais là tout à l'heure et qui est une des plus actives. La FRATEM, il y a évidemment un conseil d'administration, un comité de pilotage pour ce projet Réseau Santé Wallon et pour ce qu'on appelle l'intermède, j'y reviendrai. Nous disposons pour le bon fonctionnement de ce réseau Santé Wallon d'un médiateur et d'un comité de surveillance indépendant où se retrouvent des instances tout à fait indépendantes du réseau Santé Wallon, que ce soit un représentant de la LUS que j'ai croisé ici aujourd'hui, que ce soit des gens des facultés en tant que représentants du droit ou représentants de l'informatique, de la Société scientifique de médecine générale, de la Ligue des usagers que j'ai cité et de la Commission fédérale droit du patient. Bref, un panel de personnes qui donnent leur avis sur la manière dont fonctionne le réseau Santé Wallon en toute indépendance, qui peut dire ça c'est bien, ça c'est pas correct, vous ne pouvez pas avancer dans ce sens-là. Alors, des principes fondamentaux, je vais vous en citer quelques-uns parce que c'est essentiel. Je rappelle qu'on est ici dans le cadre de la santé et de données de santé, et que les données de santé sont des données à caractère privé, et je vais même dire ultra privé. Donc, on ne va pas partager des données de santé comme on va partager éventuellement vos informations sur vos achats chez Carrefour ou autre chose. Il y a des règles extrêmement strictes. Et vous imaginez bien, à titre personnel, que comme patient, vous ne souhaitez pas que vos données personnelles se retrouvent d'une façon ou d'une autre, d'ailleurs sur la place publique, ou visibles par des gens avec lesquels vous ne seriez pas d'accord de collaborer. Donc, premier principe, l'inscription au réseau Santé Wallon d'un patient se fait sur base d'un consentement explicite et volontaire. Donc, tous les Wallons ne sont pas par définition des patients sur le réseau Santé Wallon. C'est une démarche volontaire, ça a été voulu comme cela, et tout qui ne souhaitera pas s'y retrouver pourra toujours le faire. C'est la même chose au niveau d'ailleurs du médecin, leur participation reste également sur base volontaire. Et donc le patient qui s'inscrit, avant il signait même un document papier, on allégeait un petit peu la formule, mais il est toujours quelqu'un qui était explicitement informé sur ce que ça représentait. Alors, le patient wallon, et j'insiste parce que nous sommes plus en avance en Wallonie que sur le restant du pays au niveau de nos droits fondamentaux. Le patient peut se faire aider par une personne de confiance. Il est clair que nos aînés ne sont pas toujours encore aptes à gérer ce genre de technologie ou à comprendre exactement ce en quoi ils s'engagent. Et donc, ils peuvent désigner un parent, un ami
comme étant quelqu'un qui peut les aider à gérer la gestion de leurs droits d'accès. Droit d'accès, j'y reviendrai. Un représentant légal, évidemment, on ne va pas demander aux enfants d'être par définition des gens qui sont aptes à dire je participe à un projet. Donc nous, comme parents, nous sommes les représentants légaux de nos enfants. On peut l'être aussi pour certains de nos aînés. Et l'accessibilité aux documents médicaux, puisque c'est de documents médicaux qu'on parle, d'un patient, se fait uniquement dans le cadre d'un lien thérapeutique. Petite définition d'un lien thérapeutique. Vous allez chez votre médecin traitant. Il est de l'autre côté de la table. Il y a à ce moment-là, entre vous et votre médecin traitant, un lien thérapeutique pour que vous lui demandez un avis, vous lui demandez un traitement. C'est vrai qu'il existe ce lien thérapeutique entre lui et votre médecin traitant qui est là de l'autre côté de la table. Il n'y a par contre pas de lien thérapeutique avec le médecin qui consulte éventuellement la porte à côté et avec lesquels vous n'avez pas demandé, à qui vous n'avez pas demandé qu'ils prennent vos problèmes de santé en main. Toute personne qui accède à un document médical est tenue également au secret professionnel. Ça paraît évident, mais c'est remis noir sur blanc toujours. Aucune donnée ne peut être communiquée sous quelque forme que ce soit en dehors de l'accord du patient. Important aussi, donc l'historique et la gestion des accès aux documents sont gérables par le patient. Le réseau Santé Wallon dispose d'un portail avec un onglet destiné aux patients et tout patient qui utilise sa carte d'identité et qui connaît son code PIN peut aller sur son espace privé, voir non seulement qui a consulté son dossier, mais qui a consulté tel document de son dossier, quel jour, à quelle heure, etc. Et il peut très bien décider que son cousin qui travaille à l'hôpital du CHR, prenons par exemple, ne pourra jamais accéder à son dossier ou à certains documents de son dossier. Tout ça est possible via le réseau Santé Wallon. Nous disposons évidemment d'une infrastructure sécurisée et donc, comme je vous l'ai dit, qui a été développée et gérée par la Fratem. Et nous sommes bien entendu, nous aussi, soumis aux règles relatives aux droits sur le respect de la vie privée des patients. On en a parlé tout à l'heure, c'est encore plus vrai dans ce cadre-ci. Alors, tout abus peut donner lieu à des poursuites, je vous l'ai dit là tout à l'heure. Les patients, comme les professionnels mandatés par le patient, savent voir qui a consulté les données d'un patient. Et si cet accès n'est pas autorisé, poursuite automatiquement, que ce soit au niveau ordinal s'il s'agit d'un médecin ou au niveau légal, de toute façon. Ça s'est fait, ce n'est pas une histoire inventée. Des infirmiers dans des hôpitaux, des médecins dans des hôpitaux ont été exclus pour des accès illicites à des données de santé. Alors, donc les acteurs, je vous ai parlé là tout à l'heure de sous-groupes régionaux. Donc ceci est le territoire wallon qui est couvert par différentes ASBL. L'ASBL de Namur, l'association Namur-Ardennes de télématique médicale dont je fais partie, est une des plus actives comme celle de Charleroi. Liège a une association très active, les autres sont plus jeunes, mais tout le monde, tous participent à ce projet de la Fratem. Et ce qu'il y a de particulier au jour d'aujourd'hui, c'est qu'il est représenté pour moitié par la médecine générale et moitié par la médecine hospitalière. Donc il y a un réel équilibre des voix à ce niveau-là. Et j'introduis toujours tout de suite la notion, si à un moment donné, les infirmiers et les kinés montent dans le projet, et on l'espère bien évidemment, c'est vraisemblablement au travers de ces associations loco-régionales, il n'y a pas que, ça fait partie des mots difficiles, c'est au travers de ces associations, à mon avis, qu'ils ont leur place de représentation et qu'ils seront également acteurs du futur réseau Santé Wallon élargi. Petite parenthèse sur Bruxelles. Bruxelles était fonctionnait avant avec le réseau Santé Wallon et en 2006, quand on a parlé, je veux dire, de budgets différents, bien ils se sont autonomisés, mais ils restent aujourd'hui, je veux dire, en étroite collaboration avec le réseau Santé Wallon. Le réseau bruxellois s'appelle Abrumet. Il faut savoir que leur base de données et tout est en fait hébergé comme ceux du réseau Santé Wallon à l'hôpital de Charleroi. Une carte un peu plus grande de la même chose. Ça, c'est une carte de la Belgique, non plus de la région wallonne, simplement pour vous expliquer que si au niveau wallon, nous avons un endroit qui concentre tous les hôpitaux de Wallonie,
ce qu'on appelle un hub. Le réseau Santé Wallon dans un paysage belge, c'est un hub. Donc Bruxelles a son propre hub. Les Flamands n'ont pas cette unité que nous avons et n'ont pas d'ailleurs cette représentation forte vis-à-vis des terrains dont nous pouvons nous targuer. Et donc nous avions en tout cas, je vais dire, plusieurs années d'avance sur nos collègues néerlandophones. On arrive tout doucement à équilibrer maintenant le jeu des deux côtés, mais nous avons quand même nos spécificités en termes aussi de respect de vie privée qui sont plus aigus. Pour compléter, pour vous donner un petit peu le tableau de la Belgique au jour d'aujourd'hui, donc je parle de 5 hubs, donc Réseau Santé Wallon égale 1 hub, où c'est 1 et 3 du côté néerlandophone. On complète ça avec 2 coffres-forts. On a parlé là tout à l'heure de coffre-fort administratif. Il existe en médecine également un coffre-fort. Alors pourquoi? Tout simplement parce que les médecins généralistes, pour leurs données de santé, n'ont pas des PC connectés à Internet 24 heures sur 24, ni sécurisés d'ailleurs pour le faire, et que donc s'ils ont des éléments eux aussi à partager, ils vont aller les déposer du côté francophone dans notre Internet, hein, et du côté flamand dans leur Vitalink. Donc ce sont essentiellement les données de la médecine générale qui sont stockées là, et demain, ça sera les données liées aux infirmières, liées au trajet de soins, etc. etc. La même réflexion est faite du côté néerlandophone en matière de partage de données de la première ligne. On complète également avec le fameux projet de prescription électronique qui s'appelle RECHIPé. Le fameux dossier partagé pharmaceutique, élément important qui vient de démarrer là maintenant. Le projet Vaccinet du côté néerlandophone, je suis désolé, l'écran est un peu coupé, mais voilà. Le projet Vaccinet, donc qui est le projet dans lequel sont stockées toutes les données de vaccination existant en Flandre. Et nous avons notre équivalent au niveau francophone, croyez-moi sur mesure, mais enfin voilà, j'aurais dû dire l'écran par ici. Il s'appelle IVAC, donc qui a été lancé par la communauté française, qui est une copie conforme de Vaccinet et avec laquelle l'intégration vers le réseau Santé Wallon va se faire de telle manière à ce que votre généraliste puisse disposer le jour même des données de vaccination de vos enfants. Ça paraît évidemment tout à fait logique. Alors, des statistiques, c'est toujours intéressant. Nous avons actuellement 130 000 patients, 133 000 patients, peut-être un peu plus aujourd'hui, qui sont inscrits sur base volontaire, je dis bien, au réseau Santé Wallon. Nous avons 6 800 prestataires médecins, essentiellement des hospitaliers, parce que la médecine générale a un peu de retard, ne disposant pas jusqu'au début 2014 des logiciels adéquats, mais on les a maintenant. Donc les chiffres vont monter encore. Et nous avons près de 4 434 000 documents publiés. Petite parenthèse, vous connaissez certainement le DMP, le dossier médical partagé français, hein, donc, qui a été lancé il y a une dizaine d'années. Ce n'est pas une très grande réussite. En termes d'euros investis, nous disposons d'environ 500 fois plus de documents par euro investi que nos collègues français. Donc notre petite histoire belgo-wallonne est vraiment une belle réussite par rapport au projet français venant de l'État. Les documents publiés par site, hein, donc vous avez tout au-dessus, là, celui qui publie le plus, 3 millions de documents, c'est le CHU de Charleroi, suivi du CHU de Liège. Il y a une raison pour laquelle certains hôpitaux ont beaucoup plus de documents publiés, c'est parce qu'en fait, ils publient les données de santé d'un patient quand il est passé à l'hôpital, mais au moment où le patient est passé à l'hôpital et que le patient a donné son accord pour le partage de données de santé, moi, médecin généraliste, ça m'intéresse aussi de savoir ce qu'il a fait ou ce qu'il y a eu comme document pour lui, éventuellement avant, donc en 2012, 2011, etc., etc. Et donc, le fait de publier ce qu'on appelle l'antériorité nous permet de disposer évidemment de beaucoup de documents très pertinents pour la prise en charge adéquate de nos patients dans nos cabinets de consultation. Des projets, certains hôpitaux sont plus à la traîne, bien entendu. Certains viennent de commencer il y a quelques jours. Il faut savoir qu'ils ont
j'ai failli dire enfin, mais je le dis enfin, une épée dans le dos poussée par le SPF Santé, à savoir que s'ils ne démarraient pas dans les projets de partage au niveau du réseau Santé Wallon, ils allaient perdre une partie de leur agrément financier. Et donc, il n'y a rien à faire, le financement, c'est toujours la base de la bonne volonté. Étape réalisée, le projet du réseau Santé Wallon, c'est un projet que nous avons lancé en 2006. En 2006, on a réuni une centaine de médecins volontaires pour réfléchir à ce qu'on voulait faire dans l'avenir et en sont sortis toute une série de demandes, de spécifications. C'est peut-être moi ça. Je m'écarte un peu. Voilà, ça ira mieux comme ça. Donc, fondation sous forme d'ASBL en 2008. L'Ordre des médecins a donné son aval à cette formulation de participation en 2009, ainsi que la commission vie privée dont on a déjà parlé là tout à l'heure. En 2010, nous avons fait auditer la sécurité donc informatique du réseau Santé Wallon avec d'excellents résultats qui étaient évalués à l'époque à meilleurs que nos banques belges. Et donc, bien entendu, un audit de sécurité, c'est quelque chose qui est répétitif et il se refait pour le moment, d'ailleurs en 2014. Démarrage en production en fin 2010. Production, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont des vraies données qui ont été, on est sorti du stade recherche et développement et ce sont donc des vraies données qui ont commencé à être publiées, partagées à partir de la fin 2010. Donc, la commission vie privée nous a donné le titre de UP et on devait répondre à un certain nombre de critères de sécurisation aussi. Et enfin, et nous voilà au point le plus important pour lequel je suis là, nous avons eu notre reconnaissance en mai 2013 par le gouvernement wallon, ce qui devrait normalement se déboucher sur la constitution de ce qu'on appelle une ASBL décrétale. Je vous passe les détails, mais ça permet simplement, au travers d'une reconnaissance par le gouvernement wallon, d'un financement récurrent qui va nous permettre de sortir de projets financés avec des queues de ficelle, je vais dire, enfin je ne sais plus comment on dit comme ça, mais donc nous pourrons disposer enfin d'une équipe solide et d'engager suffisamment d'informaticiens, etc., pour avancer dans les projets que nous avons. Et vous allez voir qu'il y en a un certain nombre. Je parlais d'un certain nombre de projets. Il y a toute une série de projets que je ne vais pas vous citer qui facilitent la connexion des hôpitaux avec des banques de données. Vous savez qu'il existe des banques de données, par exemple, pour le cancer. Eh bien, les hôpitaux utilisent de la technologie Réseau Santé Wallon pour le faire. Et il y a toute une série de projets comme ça. Pour les implants, vous avez un pacemaker, c'est stocké dans une base de données. Vous avez un implant cardiaque, c'est la même chose, etc., etc. Tout ça, les technologies Réseau Santé Wallon permettent de le faire facilement par les hôpitaux. Mais nous avons également un certain nombre d'autres projets pilotes dont je veux vous parler rapidement aujourd'hui. Et le premier, à mon avis, le plus important, c'est l'accès du patient à son propre dossier. Si effectivement, au démarrage du projet, on a dit que pour une question de simplicité, on allait d'abord travailler simplement avec les médecins, il est clair que c'était un premier stade qui devait être suivi d'autres choses. Au jour d'aujourd'hui, en 2014, les études ont déjà été faites et financées d'ailleurs par la région wallonne sur ce qu'on appelle la multidisciplinarité. Hein. Alors, études de quoi? Études des droits d'accès essentiellement. Un kiné, il peut voir quoi dans les données de santé? Est-ce qu'il peut voir tout le dossier? Est-ce qu'il peut voir simplement l'aspect administratif? Est-ce qu'il peut voir les radios osseuses éventuellement? Toutes les radios osseuses ou celles qui sont pertinentes? Bref, tout ça nécessite une réflexion. Ce travail a été fait en 2012 et donc ça va nous permettre de travailler validement avec les autres professionnels. Mais ici, donc, l'accès du patient à son propre dossier, c'est s'inscrire quelque part dans la loi des droits du patient. Hein, le patient a droit à avoir ses données de santé. Jusqu'au présent, c'était limité par l'obligation du Conseil de l'ordre des médecins qui obligeait à ce qu'il ne puisse le faire qu'accompagner des médecins à côté de lui. Pourquoi? Mais parce que dans les données de santé, on peut voir apparaître quelque chose, un protocole vraiment, inquiétant.
qui pourrait mener certaines personnes à des actes irréfléchis ou à des choix irréfléchis. Et donc, il était important qu'il puisse décoder ce type d'examen avec son médecin traitant, qui lui dise, bah, écoutez, cette tâche que vous voyez à la radio et que le radiologue cite, ne vous tracassez pas, ce sont deux artères qui se superposent, ce n'est pas un cancer que vous commencez. Bref, c'était ça le sens, et ça a un sens. Alors, à partir de très bientôt, le patient pourra accéder de lui-même à beaucoup de données de son dossier. Alors typiquement quoi? Les données déjà qu'on lui transmet de toute façon. Quand vous allez faire des radios, très souvent, vous sortez de chez le radiologue ou de l'hôpital avec le CD. À partir du moment où vous avez le CD, il est tout à fait logique que vous puissiez y accéder par voie informatique également, de manière sécurisée. Donc ça sera la même chose. Les biologies, très souvent, votre médecin traitant vous les confie. Par exemple, quand vous allez voir un spécialiste ou la diététicienne, même chose. Ce sont des éléments qui seront partagés automatiquement. D'autres ne vous seront visibles comme patient que, par exemple, un mois après. C'est comme ça qu'ils pratiquent au Danemark, c'est un mois, c'est 5 semaines, c'est 6 semaines, de telle manière à ce que la rencontre avec le médecin traitant puisse avoir eu lieu avant. Mais donc, il y a un projet en cours, un projet pilote en cours depuis l'année passée sur Charleroi, en partenariat justement avec le CHU de Charleroi, la LUS, la Fratem bien entendu, la Fédération des associations des généralistes de Charleroi et ECOSAT, qui est une plateforme de réseaux locaux multidisciplinaires, de CIST plutôt, sur le Brabant wallon. On me dit que j'ai presque fini, mais je ne sais pas bien lire toujours. Rapidement, un deuxième dossier sur l'hémophilie. Il y a des dossiers de télémonitoring éventuellement pour les données de cardio à surveiller ou de tension, de dosimétrie, je passe de soins. Les trajets de soins, vous savez ce que c'est pour beaucoup. La médecine scolaire est évidemment aussi, je dirais, amenée à partager ces données, et ça, on va mettre en place également. Alors bon, la Belgique, il y a des frontières, mais derrière les frontières, il y a des gens qui viennent chez nous et il y a des gens de chez nous qui vont travailler, donc il y a pertinence à partager des données également. Je vais peut-être en rester là par rapport à cela. Ça, c'est simplement le schéma. Bon, à l'intérieur de ce grand rond, tout est sécurisé. Le serveur du réseau Santé Wallon, il est sécurisé. Alors, qu'est-ce qui se trouve dans le fameux serveur du réseau Santé Wallon? Encore en une minute, les liens thérapeutiques entre patients et médecins, l'index des documents. En fait, dans un système comme le réseau Santé Wallon, les documents des patients ne sont pas là. Ils sont restés dans les hôpitaux. Nous avons simplement un index des documents, un peu comme quand vous allez sur Google, où vous avez un hyperlien qui pointe vers un document qui se trouve peut-être à l'autre bout du monde. C'est la même chose au niveau réseau Santé Wallon. On ne stocke que des hyperliens et nous gérons les droits d'accès à ces hyperliens. Très important, je vous ai parlé de traçage. Les traces sont conservées et le fameux coffre-fort de la médecine générale et de la médecine de première ligne en cette fin d'année 2014 et 2015. Voilà. Voilà, donc on va pouvoir passer aux questions-réponses. Donc je vous rappelle que si jamais vous souhaitez avoir les présentations, vous pouvez y accéder sur le site de la région Wallonne, de la DGE5, sur socialsanté.wallonie.be. Est-ce que vous avez des questions pour nos orateurs? La première ici, à droite. J'avais une question pour Monsieur Delvaux, qui a parlé donc de transmission de données, forcément, et vous avez parlé à plusieurs fois de données qualitatives. J'aurais bien voulu que vous en donniez quelques exemples, Oui, tout à pour fait. être plus clair. Et puis j'avais une question aussi pour Monsieur Manzoul. Vous dites que faites une banque Carrefour pour la communauté française, donc Fédération Wallonie-Bruxelles. Donc c'est pour les deux ou c'est uniquement la Wallonie? Parce que vous avez dit les deux en même temps, donc je ne sais plus. Et puis j'avais aussi une question par rapport à vous. Vous dites que vous ne voulez pas être sous les projecteurs, mais quelle transparence quand même pour les citoyens sur ce qui se passe par rapport avec nos données et comment ils sont échangés avec qui? Quelle transparence avez-vous prévue? Merci.
Donc, quand je parle de données qualitatives quant au transfert vers donc le groupe, la plateforme Cobra, ce sont des données qui portent essentiellement sur l'identification. Je parlais tout à l'heure de typologie des secteurs hospitaliers, par exemple hôpitaux généraux, etc. Donc, ce sont des données qui sont connues par nous et par l'INAMI, le SPF Santé, ou bien d'autres Organsinn, and so on and so forth. Et ces données portent essentiellement à... Je ne vois pas de meilleur terme que de parler d'identification. C'est-à-dire, si un hôpital est un hôpital général, où est-il localisé? Quel est son médecin-chef? Ce sont des données assez neutres. En général, je ne dirais pas publiques, mais non stratégiques. Hein, ce sont des données qui sont liées souvent à l'agrément. Chez nous, par exemple, nous donnons des agréments sur certains critères bien spécifiques. Et bien, pour valider ces critères, si on parle du secteur hospitalier ou d'autres, il doit y avoir autant de professionnels de santé. Et donc, par exemple, il est possible de vérifier grâce à un accès via le numéro entreprise ou le numéro INAMI de l'institution, que ce soit maison de repos, que ce soit hôpital ou autre, hein, il est possible d'accéder ainsi à des données qui appartiennent à l'INAMI. Et comme nous travaillons d'institution à institution, eh bien, nous avons donc rédigé, nous avons collaboré et nous avons souscrit à des règles de gouvernance qui font que, et sous l'aval évidemment de la commission vie privée, qui font que nous pouvons consulter ces données-là qui sont initiées par l'INAMI, qui sont sources officielles, sources authentiques auprès de l'INAMI. Nous-mêmes transmettons auprès de la plateforme Cobra, nous-mêmes transmettons des données qui ont un caractère d'identification, donc de numéro d'agrément par exemple, des fonctions médicales, logopède, dentiste, hein, tandonarts et autres, sont des indications d'identification qualitatives qui sont portées dans ces flux. Et comme monsieur disait, à juste titre, la plateforme Cobra possède à la fois, c'est nécessaire, une base de données qui relève de l'accès, de l'autorisation de l'accès à ces informations, et également génère en fait en quelque sorte, ou facilite plutôt, le transfert d'informations entre les uns et les autres. Je ne parlerai pas dans ce cas-là d'hyperlien, mais vraiment de constitution, de construction. Alors j'appelle ça un flux. Ce sont les données qui sont issues de ce Cobra, mais qui viennent de chez nous également, qui viennent de l'INAMI et peuvent constituer un flux vers d'autres prestataires institutionnels et qui sont liés au domaine de la santé ou d'autres secteurs. Rapidement, on peut répondre à la deuxième question. Et puis pour les autres questions, on vous demandera de venir nous rejoindre à l'espace Wallonie, parce que comme vous pouvez le voir, déjà d'autres personnes attendent pour la prochaine conférence. Je vais quand même, parce Oui, que bien c'est sûr. une question Allez-y. importante. Et donc, premier élément, c'est vrai qu'en 10 minutes, résumer 3 ans de travail, c'est pas évident. Donc, c'est bien une seule initiative, et pour la Wallonie et pour la communauté française. Donc, on a un opérateur unique. Et quand je dis on n'a pas vocation à être sur les feux des projecteurs, ce qui ne veut pas dire transparence, hein, bien entendu. Donc en fait, tout comme le fait IELS, tout comme le fait la Banque Carrefour de la Sécurité sociale, on n'est jamais, entre guillemets, qu'un opérateur technique. Et donc nous ne prenons jamais nous-mêmes l'initiative de transmettre des données d'une source vers un consommateur. Nous ne faisons que techniquement mettre en œuvre des décisions de la Commission de protection de la vie privée fédérale pour le moment, puisque la Wallonne n'existe pas encore. Et donc, toute décision, donc je prends un exemple, la WIP, on travaille avec la WIP pour le moment pour les aider à constituer un signalétique plus performant des personnes bénéficiaires. Donc ils vont aller chercher des données au registre national. Eh bien, sur le site de la Commission de protection de la vie privée, vous avez l'autorisation de la WIP avec le détail de ce qui est autorisé. Pas les données des personnes évidemment, hein, mais le type de données qui sont autorisées est publié sur le site de la Commission de protection de la vie privée. Et donc, on est soumis aux mêmes règles que ce qui se fait pour le moment au fédéral. Et lorsque la commission wallonne sera là, ce sera exactement le même système. Si demain, on échange des données, non pas santé, puisque ça, vous avez bien compris, c'est le domaine du réseau santé wallon, mais administrative, du style, tiens, il y a 200 lits dans telle maison de repos, eh bien ça, s'il y a des autorisations de transfert de données qui se font, ce sera aussi publié sur le site et nous n'exécutons ces transferts que lorsqu'il y a une décision de cette commission indépendante. Voilà.
Merci beaucoup au panel et je vous invite à rejoindre notre stand donc, pour poser vos questions supplémentaires. Merci beaucoup.